Bonsoir à tous. Merci à nouveau d'être présents pour cette troisième conférence du cycle organisé en partenariat entre les Archives de Paris et le Comité d'histoire de la ville de Paris. Nous accueillons ce soir Charles Riondé, qui a brillamment soutenu sa thèse en mars dernier sur le Comité parisien de la libération et les comités locaux de libération de la Seine, et qui va aujourd'hui nous parler du sujet de sa thèse, et qui va plus particulièrement nous parler des insurrections, des pouvoirs et des nouvelles légalités dans le département de la Seine entre août 1944 et mai 1945. Alors, Charles Riondé a soutenu sa thèse à l'Université de Paris 8 sous la direction de Danielle Tartakovsky, présidente aujourd'hui du Comité d'histoire de la ville de Paris, et Christine Nougaret, professeure à l'École nationale des chartes. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole et puis je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je voulais intervenir ce soir donc, sur un sujet très parisien, s'il en est, donc la question des pouvoirs et des nouvelles légalités dans le département de la Seine et donc à Paris, à partir donc de l'insurrection parisienne jusqu'aux élections et à la fin de la guerre, aux élections municipales et à la fin de la guerre. Mais avant ça, donc c'est le thème principal de cette conférence et de ce cycle de conférences, mais il me semble qu'avant ça, il faut quand même revenir un petit peu, faire quelques rappels sur ce que représente la libération de Paris en tant que créateur de cette nouvelle situation, aussi en grande partie dans le département et dans Paris pour l'après-libération à partir d'août 1944. Donc je vais faire quelques rappels à ce sujet avant de commencer vraiment le sujet, le fond de cette conférence. Donc la libération de Paris, on le sait bien, c'est un événement qui est multiple, avec plusieurs échelles de lecture et une multitude d'acteurs qui interagissent. On peut distinguer une dimension factuelle, événementielle, qui est vraiment très ancrée dans un terrain local, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une rue même, et également une dimension symbolique et politique qui est nationale, voire même internationale. Toutes les actions des mouvements de résistance et de la population dans cette insurrection portent cette dimension symbolique parce que l'insurrection concerne les lieux emblématiques du pouvoir et de la vie politique française, et parce qu'elle renvoie aussi à des épisodes marquants de l'histoire nationale. L'histoire des insurrections à Paris, c'est une histoire longue, et en même temps, toute cette multitude d'événements touche, on pourrait presque dire, à une géopolitique locale, une géopolitique communale, voire, donc j'ai dit, une géopolitique de quartier. Donc ces logiques sont différentes, parfois contradictoires, mais finalement elles se complètent assez bien. Et donc toutes ces différentes échelles, ces sous-événements, ces événements, cette multitude d'acteurs, toutes ces interactions-là ont des conséquences, donc, j'ai dit en introduction, sur ce qui se passe ensuite, une fois l'insurrection achevée. Et en quelque sorte, on peut dire que la libération de Paris, elle crée en très grande partie les conditions du retour de la légalité républicaine dans le département de la Seine. Donc, premier point fort de après cette constatation, il faut bien voir que l'insurrection parisienne, elle est préparée pas uniquement d'un point de vue militaire par les FFI, etc., et par les alliés, les forces alliées, mais elle est également préparée civilement et par le biais de la création d'institutions, de vraies institutions de la résistance, qui ont pour but donc de préparer cette libération, puis de remplacer les pouvoirs discrédité par la collaboration de l'État français. Et donc ce remplacement passe par des dispositifs très précis de passation de pouvoir et de continuité de l'action publique. Donc dans ce fourmillement, là on voit bien que c'est un panorama qui est quand même assez large et assez dense.
Donc il existe dans ce fourmillement un organisme dont le rôle officiel et précis est d'organiser, justement, et de chapeauter cette insurrection. Cet organisme, c'est donc le Comité parisien de la libération. Donc, ce comité, il rassemble toutes les organisations résistantes actives en région parisienne, dans le département de la Seine. C'est pas une spécificité parisienne. Dans tous les départements, il y a un comité du même type qui est mis en place à partir de l'été ou l'automne 1943 et jusqu'à parfois quelques semaines ou quelques mois, quelques semaines avant la libération dans certains départements. Donc le but de ces comités, c'est de préparer la libération et d'assister les nouveaux pouvoirs après la libération. Donc le comité parisien de la libération, il fonctionne dans la clandestinité essentiellement par l'intermédiaire d'un bureau restreint, donc de 6 membres que je vais vous présenter, même si là vous voyez sur la photo qu'ils sont plus nombreux. Alors vous avez... donc cette photo, elle est prise après la libération, en compagnie du colonel Roll, qui est au centre, en chemise claire avec une cravate. Donc là, sur cette photo, vous avez de gauche à droite, vous avez le secrétaire, qui s'appelle Armand Obadia. À côté de lui, un délégué du Parti communiste qui s'appelle Albert Rigal, qui était député avant la guerre. Vous avez ensuite, avec des lunettes, Léo Hamon. Vous avez à côté de Roll André Carrel, à sa gauche Roger Dognaud, ensuite André Tollet, qui est le président du Comité parisien de la libération et qui est le secrétaire de l'Union des syndicats de la Seine, donc un responsable important aussi à l'échelle parisienne du mouvement syndical. À ses côtés, Marie-Hélène Le Faucheux, donc la seule femme, et enfin Georges Maran, qui est lui membre du Comité parisien de la libération, mais à partir du 20 août, en plein cœur de l'insurrection, mais ça on aura le temps d'en reparler. Donc c'est 6 membres dans la clandestinité, donc ils se réunissent assez régulièrement, même si le Comité parisien de la libération il est plus étoffé que ça. Il y a une vingtaine d'organisations qui en sont membres, mais les contraintes de la clandestinité évidemment font que on ne peut pas se réunir à 20 personnes, des personnes qui sont recherchées par la police évidemment, toutes les semaines ou tous les 15 jours, sans que ça pose de vrais problèmes de sécurité. Donc ce sont ces 6 personnes qui travaillent avec le secrétaire, Armand Obadia, plus avec une autre personne qui n'est pas présente sur la photo. C'est un représentant du gouvernement qui s'appelle Jean Mons et qui est un résistant, mais qui est mandaté, un résistant de l'intérieur, membre du mouvement Libération Nord, mais qui est mandaté par le délégué général du gouvernement à Paris, dans Paris occupé, le gouvernement provisoire de la République évidemment, pour participer aux travaux du CPL et éventuellement rendre compte des débats qui s'y déroulent et éventuellement aussi faire une sorte de surveillance de ce comité pour le compte donc, de la délégation générale du gouvernement provisoire. Ça, c'est une situation qui est pour le coup très particulière à Paris et au département de la Seine. Dans aucun autre département, il y a un représentant comme ça du gouvernement qui est membre du gouvernement présidé par le général de Gaulle, là, on s'entend bien, qui est membre donc du comité départemental de libération. Donc pourquoi cette exception ? Évidemment parce que la situation de Paris et l'importance de la libération de Paris dans le processus de rétablissement de la légalité républicaine n'échappe à personne, évidemment. Et deuxième point, beaucoup de résistants, et en particulier la délégation générale du gouvernement provisoire, considèrent que cette libération de Paris peut être éventuellement influencée fortement par la prépondérance du Parti communiste et de la résistance communiste dans le département. Et donc il faut, du point de vue du gouvernement, surveiller d'assez près ce qui se déroule dans ce département, pour éventuellement, c'est l'opinion de quelques-uns, faire pièce aux manœuvres supposées du Parti communiste à la libération.
Donc le CPL, du fait même de cette situation un peu particulière, se trouve du même coup à être un peu au centre des débats qui agitent la résistance sur cette insurrection, sur les modalités de cette insurrection, et aussi des débats politiques, évidemment, qui secouent la résistance avant la libération. Et ce schéma, d'ailleurs, on verra bien qu'il se perpétue après la libération également. Donc, ça n'empêche pas le CPL de préparer de manière relativement efficace la passation de pouvoir, la prise du pouvoir à Paris. Et donc, il s'attelle à cette tâche à partir du débarquement surtout, et il s'y attelle de deux façons. Premièrement, une des tâches prépondérantes du CPL, c'est d'essayer de mobiliser au maximum la population. Donc vous voyez ici un tract qui appelle donc les Parisiens à manifester pour le 14 juillet 1944. Donc on voit pas bien du tout, évidemment, mais donc voilà, on retrouve les slogans relativement courants des tracts de la résistance, donc porter les trois couleurs nationales, hisser les drapeaux, etc., pour un 14 juillet de combat. Le 14 juillet, journée de préparation de l'insurrection nationale. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, et il faut bien voir que le 14 juillet est effectivement un moment de mobilisation assez forte. Il y a plusieurs milliers quand même de personnes qui défilent dans différents points de Paris, et également devant plusieurs monuments aux morts ou devant les mairies de beaucoup de communes de banlieue. On a des rapports relativement précis sur ces manifestations qui ont lieu, avec souvent la participation, au moins l'absence de réaction de la part de la police. C'est aussi une première. La police française se solidarise pas avec les manifestants, mais en tout cas ne fait pas preuve de beaucoup de zèle à empêcher les manifestations qui sont évidemment interdites en vertu du droit allemand qui est entré en vigueur en mai 1940 au moment de l'invasion. Donc ce mouvement du 14 juillet 1944 se développe, parce qu'il y a certains manifestants sont arrêtés par les Allemands, ce qui entraîne des protestations puis des grèves, et on peut presque dire que le 14 juillet 1944, donc organisé en grande partie par le Comité parisien de la Libération, met en branle un petit peu la machine insurrectionnelle. Alors deuxième tâche, donc là on voit pas très bien non plus, mais je vais commenter. Donc c'est organiser les conditions de la prise du pouvoir donc municipale et départementale. C'est-à-dire que le CPL s'attache à préparer ce qui va se passer vraiment à l'hôtel de ville, dans les mairies d'arrondissement et dans les mairies des communes du département de la Seine. À l'hôtel de ville de Paris, l'insurrection doit placer le nouveau préfet, qui est nommé par le gouvernement, qui s'appelle Marcel Flouré. Donc cette nomination de ce préfet par le gouvernement a pu causer quelques débats au Comité parisien de la Libération, parce qu'il n'a pas été consulté, parce que certains voulaient que ce soit un autre candidat, en l'occurrence Georges Marane. Le Parti communiste avait proposé Georges Marane pour le poste de préfet de la Seine. Bon, ça a été refusé. Mais voilà, il y a eu ce débat. En tout cas, Marcel Flouré est confirmé, est prévu et commence à travailler avec le Comité parisien de la Libération dès le début du mois d'août 1944 pour réfléchir à comment va se passer cette transition. Et le CPL lui-même commence à réfléchir aussi à son propre rôle après la libération, puisqu'il doit se transformer lui-même en une sorte de conseil municipal provisoire et conseil départemental provisoire également. De la même manière, en banlieue et dans les arrondissements, des comités locaux de libération doivent remplacer les conseils municipaux qui existent alors. Donc, c'est des conseils municipaux, souvent des délégations spéciales, donc nommées directement par le gouvernement de l'État français, en particulier à partir de la fin 1941. À peu près tous les
tous les conseils municipaux élus en 1935 ont été remplacés par d'autres. Mais alors, ce que vous voyez sur ce document, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. C'est comment faire pour occuper vraiment de manière très concrète, très pratique, certains bâtiments de Paris et de la banlieue. Vous avez ici donc un tableau qui vous donne le nombre de résistants qu'il faut pour occuper l'hôtel de ville et la préfecture de police, qui vous donne également le nombre, c'est le comité parisien de la Libération qui produit ce document, qui vous donne également le nombre donc de résistants qu'on peut comptabiliser d'ores et déjà, donc là on est début août 44, dans les locaux qui pourront aider donc à cette prise du pouvoir. Il donne aussi, donc là, vous voyez, pour la préfecture de la Seine, on compte 75 personnes qui font partie plus ou moins concrètement de la résistance. Donc ça, c'est le chiffre estimé par le CPL. Pour la préfecture de police, c'est énorme, c'est 5000. La résistance considère que sur 24 000 policiers, 5 000 sont acquis à la résistance. Donc c'est ce qui est quand même un chiffre vraiment important. Et d'ailleurs, le commentaire de qui accompagne ce tableau, c'est que les 3 groupes de patriotes qui existent à l'intérieur pourront se rendre maîtres à eux seuls de la préfecture de police. Donc voilà pour les 2 bâtiments principaux qui représentent le pouvoir parisien, préfecture de la Seine et préfecture de police, mais vous avez également des listes beaucoup plus de bâtiments beaucoup moins importants que pourtant la résistance se doit d'occuper. Donc vous avez ici, c'est une liste pour le 18e arrondissement, donc vous avez le siège des organisations des partis collaborationnistes, donc RNP et Parti populaire français. Vous avez également les réseaux de distribution électrique, pour que le ravitaillement, l'acheminement de l'énergie continue à se faire, même au moment de l'insurrection et au moment des combats. Vous avez des magasins d'alimentation et également des magasins de textiles, donc du Fayel par exemple. Viniprix aussi, qui doit être une épicerie certainement. Et aussi le central téléphonique. Donc ça, c'est vraiment des objectifs aussi stratégiques importants, puisque qui est maître de la communication dans le cas d'une insurrection est quasiment maître du terrain. Donc, en plus de ces quelques exemples, donc à la fois des objectifs locaux et des objectifs qui intéressent tout le département de la Seine, vous avez évidemment à Paris des bâtiments symboliques qui intéressent toute la France, donc les ministères, l'Élysée, etc. Et pour occuper ces bâtiments, le CPL n'est pas responsable de l'occupation de ces bâtiments. Donc c'est le gouvernement, la délégation du gouvernement, qui a sous ses ordres un certain nombre de FFI, mais aussi des gendarmes, etc., acquis à la résistance, qui vont occuper ces bâtiments. Là, on retrouve en quelque sorte un peu la crainte que le CPL puisse outrepasser ses pouvoirs, donc en occupant les ministères, etc. D'autant plus qu'on considère que le CPL est plutôt dominé par des membres du Parti communiste, et donc qu'il pourrait, en occupant des bâtiments symboliques, peut-être essayer d'influencer les choses, mais donc c'est aussi pour cela que ce n'est pas le CPL qui s'occupe d'organiser l'occupation de ces ministères et autres bâtiments qui intéressent la République au plus haut. Donc, cette insurrection va suivre à peu près ce schéma, malgré quelques soubresauts qu'on connaît bien. Donc moi, je vais l'évoquer un petit peu là, mais uniquement du point de vue institutionnel et du point de vue qui nous occupe ici, donc du point de vue de la politique parisienne, si je peux me permettre de le dire comme ça, de le formuler comme ça.
Donc je vous ai dit qu'à partir du 14 juillet, un mouvement insurrectionnel se met en marche et s'accélère progressivement, mais assez rapidement à partir du début du mois d'août, au point qu'on en arrive le 18 août à la situation suivante. La ville de Paris est quasiment complètement paralysée par des mouvements de grève de tous les services et de beaucoup d'entreprises également, donc y compris la police et la gendarmerie. Et donc, ce qui fait dire aux principales forces de la résistance que l'heure de l'insurrection a sonné. Donc, une image vraiment, vraiment illisible, je suis désolé, je vais la commenter aussi. Donc, on en arrive au 19 août au matin, où le Comité parisien de la libération et le Conseil national de la résistance tiennent une réunion commune. Donc, cette réunion qui est rentrée dans l'histoire comme le coup d'envoi officiel de l'insurrection. Et donc, à ce moment-là, le CPL valide un projet de proclamation au peuple de Paris pour l'appeler à prendre les armes. À prendre les armes, certes, mais aussi, vous le voyez dans les citations que j'ai reproduites, à prendre les hôtels de ville, les maisons communes où vont siéger les autorités de la République et à occuper les points stratégiques d'intérêt national, départemental et local. Donc on retrouve tout ce processus de préparation donc, de l'occupation de ces bâtiments que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, cette affiche, elle est placardée dans Paris le 19 août dans la matinée. Et effectivement, un certain nombre de résistants, notamment les comités locaux de libération, vont se rendre maîtres des hôtels de ville, des arrondissements et des banlieues. Bon, certains ont commencé avant, mais à partir du 19 août, le mouvement est vraiment général. En revanche, le Comité parisien de la libération lui-même en tant que tel, une fois l'insurrection lancée, lui ne se rend pas maître de l'hôtel de ville tout de suite. Ça peut paraître étonnant, mais bon, c'est pourtant ce qui se passe. Il y a un moment de flottement assez important qui va durer jusqu'au 21, voire jusqu'au 22 août. Donc ce mouvement de flottement, il est fortement accentué par un événement que vous connaissez certainement, qui est la trêve. Donc la trêve qui a fait d'énormes polémiques dans la résistance à l'époque et puis même après la libération. Il y a eu beaucoup de débats assez virulents qui ont eu lieu. Donc pour faire un petit point sur cet événement, donc le 19 août au soir, un cessez-le-feu est conclu entre les Allemands et les policiers insurgés de la préfecture de police, qui ont repris la préfecture de police le matin. Les Allemands ont attaqué plusieurs fois la préfecture, et le soir, on convient d'un cessez-le-feu de quelques heures pour au moins rapatrier les blessés de chaque camp. Un des négociateurs principaux de cette trêve, c'est Léo Hamon, qui est membre du CPL, qu'on a vu tout à l'heure, qui est présent à la préfecture de police à ce moment-là. Et Léo Hamon négocie aussi que cette trêve soit étendue un peu partout dans Paris, et sur plusieurs jours, si possible, pour qu'elle permette en fait le retrait des Allemands. Donc ce cessez-le-feu, cette trêve est acceptée par Alexandre Parodi, qui est donc le délégué du gouvernement provisoire à Paris, par Jacques Chaban-Delmas, qui est le délégué militaire national du gouvernement également, mais elle est refusée par une grande partie des FFI, par un certain nombre de résistants aussi, qui estiment qu'on coupe les jambes de l'insurrection en faisant cette trêve, que les combats vont se déplacer en banlieue, où les résistants et la population sont beaucoup plus vulnérables que dans Paris. Et donc les journées du 20 et du 21 août sont des journées pour les dirigeants de la résistance, de négociations, de conflits, de discussions assez houleuses, en particulier au CNR. Alors que sur le terrain, bon, il y a un peu de flottement, on ne sait pas trop s'il faut combattre, pas combattre, des ordres contradictoires. Donc certains continuent à combattre, les Allemands aussi. La trêve est finalement assez peu respectée sur le terrain.
Donc pourquoi je parle de ça? Bon, finalement, ça concerne toute l'insurrection, pas uniquement le CPL. J'en parle parce que, en fait, ce qui va faire décanter cette situation, c'est en grande partie le CPL et avant tout un nouveau protagoniste qui est Georges Marane, donc qui, à partir du 21, devient le représentant donc officiel du Parti communiste au CPL. Donc il arrive de la zone sud où il a été actif dans la résistance à Lyon, notamment pendant toute la guerre. Et il arrive à Paris donc le 21 août. Et c'est sa présence qui va permettre au CPL de se ressouder et de trouver une position commune pour faire sortir donc le CPL de sa crise et du même coup mettre fin à la trêve et relancer l'insurrection. Donc quand il arrive à Paris, Georges Marane, son premier réflexe, c'est de se rendre à l'hôtel de ville, parce qu'il estime qu'en tant que membre du CPL, c'est là qu'il doit être, et il suppose que c'est là que le CPL se trouve, puisque c'était son rôle. Mais il s'y rend, donc il ne rencontre pas le CPL, qui est divisé, mais il rencontre Léo Hamon, qui lui explique la situation. Et donc, c'est Georges Marane qui suscite aussitôt une réunion pour aplanir ces difficultés et qui permet au CPL de produire ce texte qui est diffusé le 22 août au matin dans tout Paris. Donc parisien, l'insurrection du peuple de Paris a déjà libéré de nombreux édifices de la capitale. Une première grande victoire est remportée. Vous voyez, toujours, pour le CPL, l'insurrection, c'est surtout la prise des bâtiments publics. Donc on retrouve ça dans tous les textes et dans une grande partie de son travail. Voilà, et donc ensuite, il appelle les Parisiens à dresser des barricades et à se jeter vraiment dans le combat après ces moments de flottement. Et donc c'est à partir de la diffusion de ce texte que le CPL, donc libéré de cette tension, peut s'installer officiellement à l'hôtel de ville. Le préfet aussi peut vraiment s'y installer officiellement aussi. Et enfin remplir les tâches pour lesquelles ils avaient été aussi créés, c'est-à-dire dans l'insurrection essayer de gérer en quelque sorte les affaires courantes de ravitaillement, de santé publique même, de voirie, enfin toutes les questions très pratiques et prosaïques qui sont quand même à gérer dans ces cas de disparition de l'autorité de l'État, de l'autorité précédente, donc qu'il faut remplacer aussitôt. Donc ce processus de prise en main de l'administration, il a lieu, donc j'ai dit là un peu tardivement, à l'hôtel de ville de Paris, mais il a lieu donc beaucoup plus tôt dans tout le département, donc entre le 18 et le 21, surtout le 18 et le 19, la plupart des mairies d'arrondissement et des communes de banlieue sont occupées par des comités locaux de libération. Et exactement de la même manière, ces comités locaux prennent aussitôt en main les rênes de l'administration. Enfin, en tout cas, ils partent au plus pressé. C'est ce pourquoi ils ont été créés. Et ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que à partir de ce moment-là, les hôtels de ville deviennent vraiment un peu comme aussi les commissariats, parce que les policiers sont passés massivement à l'insurrection, sont les hôtels de ville qui sont les postes de commandement de l'insurrection. C'est là que tout le monde se tourne quand il a besoin d'une information, quand il a besoin de consignes, etc. Vous voyez, alors là, vous avez quelques documents qui montrent que une relation s'établit très rapidement entre l'hôtel de ville et les comités locaux de libération, mais aussi tout un tas de groupes qui agissent dans tout Paris. Donc, par exemple, vous avez sur la droite un ordre d'arrestation qui émane d'un membre du CPL, qui n'est pas un membre du bureau, mais qui est un membre qui est proche du bureau, qui s'appelle Jacques Piette, donc son pseudonyme Personne. Donc, et ce mot demande qu'on arrête
Monsieur Bruno Varilla, qui est le dirigeant du journal collaborateur Le Matin. Donc voilà, par exemple, ce genre de petits mots, c'est des tout petits papiers comme ça, on les retrouve en grand nombre dans les archives ici, aussi au musée du Général Leclerc, au musée Jean Moulin de la Libération de Paris. Il y a tout un tas il y a énormément de ces petits mots où on voit très bien les relations qui se mettent en place entre Paris, entre l'hôtel de ville, et les mairies des arrondissements. Il y a une personne qui est majeure dans ce travail. C'est la personne qui est citée en haut à gauche, c'est Allard, donc c'est Pierre Alcan, qui est le responsable de ces liaisons. D'ailleurs, ce petit message à gauche est assez amusant, parce que donc je vous disais qu'il faut tout de suite s'atteler à des tâches très, très pratiques. Par exemple, les comités locaux de libération qui prennent les mairies sont confrontés à la poursuite de l'enregistrement de l'état civil, et notamment, aussi bizarre que ça puisse paraître, vous avez une consigne pour les mariages. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui se sont mariés à Paris pendant l'insurrection, mais en tout cas, la consigne est donnée. Les mariages, en cas d'urgence seulement. Donc, y faire procéder par adjoint provisoire, en indiquant que l'action sera régularisée ensuite. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'un cas d'urgence pour les mariages, mais en tout cas, voilà, ça a été présenté comme ça. Donc, cette passation de pouvoir, et donc bien sûr tous les autres événements qui fourmillent, j'ai déjà dit, pendant cette semaine insurrectionnelle, amènent donc à la victoire de l'insurrection. Et là, c'est aussi important, l'hôtel de ville, c'est le lieu central de cette victoire. C'est là que les premiers chars arrivent, le 24 août au soir, les premiers chars de la 2e division blindée. C'est là aussi que le CNR décide d'accueillir le général de Gaulle, le 25 août. C'est là que le général de Gaulle prononce son fameux discours que tout le monde connaît. Et pourquoi ? Parce que c'est là que les résistants souhaitent que le général de Gaulle proclame à nouveau officiellement la République au balcon de l'hôtel de ville, comme c'est ce qui se fait depuis au moins la révolution de 1848. Donc bon, vous savez bien que de Gaulle ne fait pas ce geste, parce qu'il estime que lui a incarné la République pendant toute la guerre et qu'il n'a pas besoin de la proclamer à nouveau. Mais en tout cas, l'hôtel de ville est le lieu de rencontre dans la victoire de ces légitimités résistantes, donc la résistance de l'intérieur, CPL mais aussi le CNR, et résistance de l'extérieur, le général de Gaulle. D'ailleurs, on peut constater que dans cette rencontre, le CPL est un peu éclipsé. C'est le CNR qui reçoit le général de Gaulle à l'hôtel de ville. C'est pas le CPL. Le CPL, c'est celui qui occupe le bâtiment, mais protocolairement, c'est évidemment le CNR qui est l'hôte. D'ailleurs, celui qui prononce le discours de réception du général de Gaulle au nom du CPL, c'est Georges Marane, et pas André Tollet. Georges Marane, pourquoi ? Parce que c'est un élu, parce qu'il est membre du conseil départemental. Il était en tout cas avant-guerre membre du conseil général, des conseils départementaux de la Seine. Donc ça, on voit bien que même dans la célébration, enfin surtout dans la célébration, la symbolique du pouvoir est importante. Moi, ça, j'y reviendrai en conclusion. Donc, voilà, cette rencontre marque un basculement très net, hein, évidemment, pour les institutions de la résistance. Donc, on entre dans une nouvelle période. Donc, il y a un mot de Léo Hamon qui montre très bien cela. Il faut maintenant faire œuvre d'administration après avoir fait œuvre de combat. Et donc, le CPL et l'ensemble des pouvoirs présents dans le département de la Seine font face maintenant à de nouvelles problématiques. Il y a évidemment une rupture très forte dans l'action et dans les pratiques de ces résistants, même si on peut constater qu'il y a une certaine continuité dans les débats qui ont lieu au sein de cette résistance, maintenant au pouvoir, et dans les discours de ces acteurs. Il y a aussi une certaine continuité dans le fait que Paris et la banlieue restent
évidemment des lieux centraux pour la reconstruction économique et la reconstruction politique de la France. Et donc une autre de ces problématiques importantes après la Libération, c'est que on assiste, à Paris mais aussi ailleurs en France, ça c'est pas propre à Paris évidemment, pendant plusieurs mois à la coexistence de plusieurs légitimités. Celle qui est née de la résistance, les institutions de la résistance, une légitimité qui peut être née aussi de l'insurrection, aussi à la faveur de l'insurrection, des situations particulières ont pu se créer, et donc il faut tenir compte de cela. La légitimité de l'État, de l'administration, qui fonctionne, qui doit continuer à fonctionner. La légitimité du gouvernement provisoire de la République française. Et puis enfin, la légitimité ancienne du suffrage universel, donc des élections d'avant-guerre, et la légitimité nouvelle du suffrage universel, celle des élections à venir. Et sont les tensions entre toutes ces légitimités et les mutations de ces acteurs et des organisations de résistance, notamment, qui cherchent à se parer de l'une ou de l'autre. C'est ça qui, à mon avis, est le vrai fil conducteur maintenant de la période qui s'ouvre le 25 août. Jusqu'aux élections, c'est là où je vais m'arrêter. Élections municipales. 29 avril et 5 mai. Non, pas 5 mai. 10 mai, je crois. Ouais, 10 mai 1945. Donc, plusieurs ruptures, donc je l'ai dit. Première rupture très, très nette, très franche, c'est une rupture pour les résistants eux-mêmes. D'un point de vue personnel, ceux qui étaient des clandestins ne le sont plus. Et ils doivent tout simplement abandonner des réflexes et passer d'une figure cachée, parfois de paria même, de bandit, pour reprendre les mots de la propagande de l'époque, à une figure de leader politique finalement. Et donc à une figure aussi de détenteur du pouvoir public, donc ce qui est vraiment un changement énorme. Bon, ça c'est le propre de tout, de toutes ces passations de pouvoir à la suite d'insurrections, de coups d'État évidemment. Il y a une anecdote assez éclairante à ce sujet, de Léo Hamon toujours, qui raconte que au début du mois de septembre, à son bureau de l'hôtel de ville, il reçoit un ami qui est résistant, qui est juif, et qui lui demande des faux papiers, parce qu'il veut changer de nom. Il a peur que, éventuellement, le cours de la guerre pourrait s'inverser, pourquoi pas les Allemands pourraient peut-être revenir réoccuper Paris ou la France, qui sait, la guerre n'est pas finie en septembre 1944, loin de là. Et donc il veut franciser son nom. Et Hamon, lui aussi, a changé de nom. Hamon, son vrai nom, c'est Léon Goldberg. Refuse et lui dit, non, maintenant qu'il est détenteur de l'autorité, ce qui était pourtant son quotidien la veille est devenu un acte illégal que lui, donc, se doit de combattre, même, peu importe les raisons, qui poussent son ami à vouloir faire ce choix. Donc là, on est face quand même à une rupture qui peut être assez traumatisante, peut-être pour pas mal d'acteurs. Les organisations de résistance aussi sont en mutation. Elles continuent, pour la plupart, elles continuent au grand jour leur activité. Elles conservent leur organisation héritée de la clandestinité. Donc évidemment avec plus de facilité, mais il n'empêche que elles doivent maintenant aussi gérer une parole publique, gérer une action publique, un peu à l'image de partis politiques, évidemment. Donc il y a un vrai changement d'échelle à ce niveau-là. Et à plus forte raison, les organismes de coordination, comme le CPL, les institutions de la clandestinité, font face à un changement d'échelle énorme, puisque eux, ils ont à assumer des responsabilités publiques. Donc, c'est là que se joue un des grands problèmes aussi de l'après-libération, c'est jusqu'à quel point conserver les formes d'action et les pratiques de la clandestinité. Notamment, dans la clandestinité, une des grandes modalités d'action, c'est la recherche du consensus, la recherche de l'unanimité au sein des organismes de coordination.
Le CPL a toujours voulu, dans ces débats, essayer de prendre des décisions à l'unanimité. Parce que les nécessités du combat font que si on n'est pas sûr à 100% que la décision prise est la bonne, on aura peut-être des réticences, un manque d'efficacité va en découler. Donc, une fois la libération arrivée, est-ce que ce mécanisme joue encore? C'est une vraie question pour les résistants. Et on voit bien qu'il y a la volonté de toujours avoir essayer de conserver cette unité née de la résistance, mais qui est souvent battue en brèche par tout simplement le retour de la liberté de parole aussi publique, le retour de certaines formes de la démocratie parlementaire. Il y a des assemblées de plusieurs dizaines de personnes, l'assemblée consultative provisoire, donc il y a des débats qui sont très proches de ceux de l'Assemblée nationale. Et également parce que la perspective de reconstruire une nouvelle république, est bien sûr un cadre propice au développement d'opposition entre des formations politiques qui, elles, pour le coup, sont en rapide reconstruction. Et ce, malgré, évidemment, le maintien d'une unité gouvernementale dans tous les un grand éventail de partis politiques qui sont membres du gouvernement provisoire. Donc d'autres difficultés spécifiques aux institutions de la résistance, c'est le fait que pour le pouvoir étatique, pour le gouvernement, la résistance a terminé sa mission, en tout cas à Paris, au soir du 25 août. L'insurrection est finie, c'est maintenant l'État qui est reconstruit, d'accord, par des hommes issus de la résistance, mais c'est l'État qui travaille. Et deuxième difficulté, ces résistants qui justement entrent dans l'appareil d'État ou sont membres de ces institutions ont souvent une faible expérience du travail administratif et politique. Et ils accèdent, pour beaucoup, pour la première fois, à des postes de responsabilité. Donc voilà les quelques points majeurs, à mon avis, les principales problématiques de cette reconstruction politique de la libération. Donc maintenant, je voudrais faire un petit panorama donc, de ce qui se passe concrètement dans le département. Donc, le lieu central, c'est toujours l'hôtel de ville, pour Paris et pour le département de la Seine. C'est là que siège la préfecture, le préfet. On sait bien que le préfet, c'est la principale figure, puisque il a des pouvoirs étendus, plus étendus que les autres préfets de département. Il n'y a pas de maire de Paris, c'est lui qui a le pouvoir exécutif, en fait. Donc la préfecture et ses services sont là. Le conseil municipal de Paris et le conseil général de la Seine siègent là aussi en temps normal. En l'occurrence ici, c'est le comité parisien de la libération. Donc, vous voyez ici une revue qui a été publiée en novembre 1944 au moment d'une exposition qui a eu lieu au musée Carnavalet qui s'appelle Images de l'insurrection. La revue s'appelle Images de l'insurrection, l'exposition s'appelle tout simplement La libération de Paris. Je ne sais pas si vous êtes allé au musée Carnavalet l'année dernière voir l'exposition donc, qui a eu lieu sur la libération de Paris, qui reprenait justement les photos de cette exposition de 1944. Donc dans le cadre d'ailleurs, le comité parisien de la libération a joué un certain rôle en 1944 dans la tenue de cette exposition. Donc dans le cadre de cette exposition, une revue, une brochure paraît, qui présente ce qui s'est passé à l'hôtel de ville pendant l'insurrection. Donc vous voyez, sur la photo, vous voyez le préfet Marcel Floret à son bureau, avec Jean Mons, dont j'ai parlé au début, qui est le représentant du gouvernement auprès du CPL, qui est devenu entre-temps le secrétaire général de la préfecture de la Seine. Vous voyez, il est nommé Vala en haut à droite dans le texte, c'est son pseudonyme en fait. Et donc, ces deux articles, voilà, vous voyez, qui racontent l'action de Marcel Floret pendant l'insurrection et l'action de Jean Mons Vala dans l'insurrection, sont très positifs pour eux et sont beaucoup plus importants que le petit article qui fait un petit quart de page, une petite demi-page qui présente le CPL. Donc ça vous montre bien aussi le rapport de force qui a lieu
d'ores et déjà, voilà, on peut voir ça très nettement, le préfet a le rôle prépondérant dans cette reconstruction politique et administrative. Donc l'article sur Marcel Fleuret, sur le préfet, il est très, très, très laudatif. Il insiste sur ses qualités d'administrateur, sur sa façon moderne d'envisager sa fonction. Par exemple, quelques citations de Marcel Fleuret. Il dit « Je pense qu'on peut être préfet et dire la vérité. » Pourquoi pas ? Je voudrais intéresser les Parisiens aux problèmes que pose la vie même de Paris. Et dernière citation que je trouve assez intéressante, d'un point de vue symbolique, l'administration n'est pas un maquis. Donc vous voyez, on veut tout de suite se démarquer d'un imaginaire de la résistance, c'est quand même assez frappant. Donc l'article sur Jean Mons, pareil, il est présenté comme un personnage important de cette reconstruction, de cette normalisation, entre guillemets, de la vie à Paris. Donc à leur côté, il y a le Comité parisien de la libération, qui est présenté assez succinctement ici. Vous voyez, le Comité parisien représente 21 organisations de résistance. En fait, l'essentiel de l'article, c'est pour citer ses membres. Donc là, il mentionne qu'il y a 21 organisations de résistance, auxquelles s'ajoutent 7 personnalités, donc 28 membres en tout pour l'Assemblée parisienne, le Comité parisien de la libération, entre la libération et la fin de son mandat en mars 1945, j'y reviendrai. Donc ces 28 organisations sont des mouvements de résistance, sont des partis politiques, sont aussi des syndicats. Il y a la CGT et la CFTC. Et ce sont plus donc des personnalités. Donc les personnalités, vous avez un représentant de l'Église catholique, vous avez un représentant de la faculté de médecine qui est Robert Debré, vous avez le professeur Langevin qui représente le Collège de France, vous avez ce qu'on considère être les grandes institutions qui est présente à Paris. Donc au sein de ce CPL qui a maintenant 28 membres, donc une petite assemblée, donc c'est quand même tout à fait différent de siéger à 28 que de siéger à 6 dans un petit bureau restreint de manière clandestine. Donc là, à nouveau, une manifestation de ce changement d'échelle. Donc on peut distinguer 3 tendances politiques. Premièrement, la tendance communiste, qui est bien représentée, un bloc très homogène, 11 membres sur 28 sont membres ou proches du parti. Donc, on retrouve alors. D'accord. Pardon. Donc, à côté du parti de la tendance communiste, vous avez, en face, plus exactement, vous avez une tendance qu'on peut qualifier d'être la tendance de droite conservatrice. Même si, conservateur ne veut pas dire grand-chose à la libération, mais en tout cas, on parle à l'époque des modérés. Donc qui sont représentés par les partis modérés, justement, qui sont admis à siéger au Conseil national de la résistance, plus un certain nombre de délégués des grandes de ces personnalités, donc notamment l'abbé Lancrenon qui est le chanoine de Saint-Germain-des-Prés, et le bâtonnier Jacques Charpentier, pardon. Donc petite tendance, mais qui donne de la voix en séance, qui est assez combative, face le plus souvent donc en opposition avec les idées exprimées par les communistes. Et enfin une troisième tendance plus hétérogène qui ressemble un petit peu à ce qu'on a appelé à partir de 1947 la troisième force. Donc vous avez les socialistes, le courant démocrate chrétien, donc futur RMP, et dans ce groupe siègent la plupart des représentants des mouvements de résistance, donc Léo Hamon notamment, Marie-Hélène Le Faucheux aussi, donc des gens qui ont une carrière politique dans le MRP après, dans les années qui suivent. Donc c'est Léo Hamon qui est la figure principale de ce groupe. Donc là, on voit bien que
enfin, ça me permet de faire une petite parenthèse sur le fait que ces membres du CPL qui, eux, qui sont avant tout là parce qu'ils ont été des résistants, ils n'hésitent pas à perpétuer leur engagement. Hein. Aucun membre du CPL clandestin, en tout cas qui est en poste au moment de la libération, ne laisse la place. Ils veulent tous continuer, veulent tous participer à ce mouvement de reconstruction. Donc ça, c'est vraiment toute tendance confondue. C'est vraiment quelque chose de très marquant. Donc ce travail de reconstruction, j'y viens maintenant. Qu'est-ce qu'il est quel est-il concrètement? Donc, il est avant tout mené donc, par la préfecture et le CPL, donc ils sont forcés de travailler ensemble. Forcés, je dis ça, bon, dans certains cas, ça se passe bien, dans d'autres, ça se passe mal, j'y reviendrai rapidement. Mais en tout cas, je dis qu'ils sont forcés parce qu'ils représentent tous les deux, hein, on le voit bien, ces deux types de légalité, de légitimité. La légalité républicaine d'un côté, administrative, si on peut dire, et la légalité insurrectionnelle de l'autre. Ce distinguo, c'est pas moi qui le fais, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Adrien Tixier, qui considère que toute la difficulté de la libération, c'est justement de faire concilier ces deux légalités, républicaine et insurrectionnelle, et en fait, de son point de vue, de faire que la légalité insurrectionnelle se fonde le plus rapidement possible dans la légalité républicaine, ou disparaisse d'elle-même si possible. Donc là, on a une forme, ce que Philippe Buton, par exemple, l'historien Philippe Buton a appelé la dualité des pouvoirs entre ces deux légalités. Donc, maintenant qu'on a ce panorama, donc quel est le travail principal du CPL et du préfet? Adrien Tixier, toujours, ministre de l'Intérieur, liste deux priorités. Donc le rétablissement, en première priorité, d'une administration républicaine, et deuxième priorité, rétablissement des institutions de la démocratie républicaine. Donc c'est ça le but principal de la collaboration entre CPL et préfet. Le CPL, lui, de son côté, essaye de faire avancer d'autres chantiers, comme l'amélioration des conditions de la vie, que la population attend évidemment impatiemment, d'autant plus qu'on considère que toutes les privations de l'occupation étaient dues justement au fait que ce sont les Allemands qui pillaient le pays, etc. Et donc on attend une amélioration rapide de ces conditions matérielles maintenant que la libération est arrivée. Et en parallèle à cela, le CPL souhaite voir une épuration, mais comme beaucoup de résistants et d'institutions de la résistance, une épuration rapide et efficace qui permettra également d'améliorer ces conditions matérielles et de faire repartir au mieux l'économie et le ravitaillement en général. Donc là, je vais vous faire écouter un petit extrait d'un discours à la radio de Georges Maran qui parle des différentes tâches du CPL. Et quant à la vie administrative de Paris libérée, que pouvez-vous nous dire, M. le Président, à son sujet? Sur la vie administrative, nous sommes en train d'établir un projet qui va être soumis incessamment au gouvernement concernant un conseil municipal et un conseil général provisoire. Nous sommes évidemment un pouvoir insurrectionnel qui a été plébiscité par le peuple de Paris au cours de l'insurrection et dans les 4 années d'occupation. Mais en attendant, la venue des élections que nous voulons le plus rapidement possible, que nous souhaitons le plus rapidement possible, il est indispensable que Paris ait un conseil municipal provisoire et un conseil général provisoire. Donc voilà, vous voyez, on a bien entendu dans cet extrait j'aurais dû le faire écouter un peu plus tôt, la tension entre la légalité républicaine et la légalité insurrectionnelle. Donc j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. En attendant, je voudrais donc continuer à parler un petit peu de cette question d'amélioration des conditions de la vie.
Donc c'est un des grands chantiers que se fixe le CPL, qui, pour ce faire, essaye de se donner des moyens, éventuellement les moyens qu'avait le conseil municipal de Paris avant la guerre, éventuellement plus de moyens quand c'est possible. Donc il essaye de créer une commission du budget pour, comme tout conseil municipal a une commission du budget pour essayer d'influer sur les crédits à débloquer ou non pour diverses reconstructions. Il y a une commission du ravitaillement qui est très active, qui est présidée par Rogier Dugnot, donc le délégué du mouvement Libération Nord, qui fait des rapports, qui essaye de prévoir une réorganisation des services du ravitaillement à Paris. Donc, mais bon, ce qu'on peut dire de tout cela, c'est que le CPL pâtit un peu de son manque d'autorité, tout simplement, de son manque de pouvoir, puisqu'il n'a pas les moyens de toutes ses ambitions, sauf notamment parce que le préfet reste la personnalité prépondérante, évidemment, sauf dans un domaine qui est celui de la solidarité. Donc vous avez ici une petite affiche pour une journée d'entraide patriotique. Donc le CPL et les comités locaux de libération travaillent beaucoup, du coup, pour essayer de mobiliser la population, comme ils le faisaient finalement pendant la période clandestine. Mais là, c'est plus pour lutter, prendre les armes contre les Allemands, mais c'est pour essayer de fournir de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin, de faire appel à la solidarité de la population. Donc il y a ça, il y a également des collectes de matériaux, etc., qui sont organisées par les comités de libération. Donc ça c'est je vais un peu plus vite parce que je vois que j'ai beaucoup traîné au début. Donc voilà un des principaux travaux du comité parisien de la libération. Donc lui se donne en plus des deux grandes tâches définies par le ministre de l'Intérieur. Donc ces grandes tâches, j'y viens maintenant. Donc rétablissement d'une administration républicaine et rétablissement des institutions de la démocratie républicaine. Donc en fait, on est face à un processus de normalisation de la situation, donc avec premièrement la volonté de mettre à l'écart toutes les personnes et les institutions compromises dans la collaboration, mais aussi, du point de vue gouvernemental, on essaye de mettre à l'écart certains groupes, certaines pratiques héritées de la résistance et de l'insurrection. Donc cette normalisation, je voudrais en parler en 3 points, enfin en 3 exemples. Donc premier exemple, une question qui est importante à la libération, c'est celle des milices patriotiques. Vous savez peut-être ce que c'est. Donc il s'agit de groupes organisés localement qui, au moment de l'insurrection, doivent venir en appui des FFI et qui doivent rassembler ceux qui ne sont pas forcément membres d'un mouvement de résistance. Donc ces milices patriotiques, elles continuent d'exister après la libération. Il y a à peu près 50 000 membres au milieu de septembre 1944 quand même, donc c'est 2 fois les effectifs de la préfecture de police, donc c'est pas rien. Et ce sont les comités locaux de libération et le comité parisien de la libération qui sont en théorie responsables de l'action de ces milices. Donc le CPL, lui, essaye qu'elle perdure parce qu'il estime que c'est un enjeu important pour la reconstruction pour le succès de l'épuration, notamment, que ces milices continuent d'exister et aient un vrai rôle. Mais la volonté du gouvernement, qui est de normaliser la situation et donc de mettre fin à l'existence des milices patriotiques, est la plus forte, puisque le 28 octobre 1944, le Conseil des ministres annonce la dissolution des milices patriotiques, qui se fait plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement suivant les lieux, et donc qui se termine véritablement en janvier 1945, quand Maurice Thorez, le secrétaire
du Parti communiste, qui rentre de Moscou à ce moment-là, déclare que, puisque les milices patriotiques étaient assez fortement marquées par leur coloration communiste, il déclare que les groupes armés irréguliers ne doivent pas être maintenus plus longtemps, donc ce qui sonne la fin des milices patriotiques. Donc là, on voit aussi que la normalisation de la situation, donc elle est le fait du gouvernement, mais là où c'est intéressant, elle est aussi le fait d'une formation politique qui dit à un moment donné, voilà, il faut maintenant accepter les formes régulières, les formes légales. Donc le CPL, lui, un peu pris entre ces deux feux, il n'a pas du tout réussi à peser. Deuxième point, deuxième exemple, sur l'épuration. L'épuration de la société française, c'est, pour les acteurs de l'époque, le principal sujet. Pour la population, pour les résistants, évidemment, dans la presse, etc., ça fait partie des plus grands sujets. Tout est ramené à l'épuration, en fait. Les difficultés économiques, les difficultés du ravitaillement, pour beaucoup, c'est parce que les administrations ne sont pas assez épurées, etc. Donc toujours, il y a cette idée de cinquième colonne, ou du fait que voilà, des forces néfastes agissent dans l'ombre. Et donc c'est pour beaucoup la réponse à toutes les difficultés de la libération. Et le Comité parisien de la libération, lui, il est au cœur de ce processus d'épuration, en tout cas pour ce qui concerne l'administration. Et donc une épuration légale, hein, je parle pas ici d'épuration judiciaire ou d'épuration sauvage, comme on peut dire parfois. Donc le CPL est très impliqué dans cette épuration administrative. Hein, il joue un rôle de procureur de différentes commissions d'épuration qui sont créées partout. Et à Paris, c'est très important, puisque non seulement il faut épurer la préfecture de la Seine, la préfecture de police, donc c'est elle-même qui s'en occupe, mais il faut aussi épurer tous les services. C'est pas des services publics, c'est les services concédés, hein, donc l'électricité, le gaz, les transports en commun, etc. Ça fait énormément d'agents, énormément de dossiers qui sont ouverts et sont des enjeux vraiment majeurs de cette reconstruction. De la même manière, en banlieue, il y a une commission d'épuration pour toutes les administrations municipales. Et ce sont les comités de libération qui instruisent les dossiers, font des propositions de sanctions, même si c'est ensuite le préfet qui, normalement, légalement, prend les décisions. Donc, petit bilan rapide de cette épuration, c'est qu'elle est assez douce, finalement, même s'il y a beaucoup de dossiers instruits, énormément de dossiers instruits. Hein, la commission d'épuration de la préfecture de la Seine instruit 2000 dossiers minimum, parce que c'est un chiffre intermédiaire en décembre, j'ai pas le chiffre total, mais 2000 dossiers, c'est en plus en 3 mois, c'est quand même pas mal. Mais elle prend 39 sanctions. Enfin, elle propose 39 sanctions seulement. Donc, deuxième type d'épuration dans lequel pas le CPL, mais les comités locaux sont aussi impliqués, c'est une épuration qui touche non pas les agents des administrations, mais toutes les personnes qui ont appartenu à une organisation de collaboration ou qui ont joué un rôle quelconque dans la politique de collaboration. Et même ceux qui ont été en relation avec des Allemands, etc. Donc là, on est plus dans le principe d'une épuration qu'on connaît bien. Donc là, en l'occurrence, les comités de libération ont pareil ce rôle de traiter les dossiers avant que la police, les services de police s'en occupent. Vous avez ici l'annonce de la création de la commission d'épuration de la ville de Pantin. Voilà, donc avec les différents critères qui valent
à une personne d'être éventuellement inquiétée. Donc notamment, une place assez importante est faite aux étrangers, hein, qui sont considérés quasiment presque d'office comme plus ou moins suspects. Alors, ensuite, dernier point, donc peut-être le plus important, donc la reconstruction du pouvoir politique et démocratique. Donc, les élections municipales, je vous l'ai dit, sont les premières de la libération, avril 1945. Mais en attendant, il faut quand même que, entre août 44 et avril 45, il y a quand même une marge, donc il faut quand même que le pouvoir donc soit assuré. Mais le gouvernement ne souhaitant pas que ce soit les comités locaux issus de la résistance qui l'assurent, il faut donc mettre en place des conseils municipaux, des institutions provisoires. Donc là-dessus, je vais vous faire écouter un autre petit extrait. Ça. Le rétablissement dans leurs droits des anciens élus a parfois donné lieu à des interprétations ou à des commentaires inexacts. Nombre d'entre eux s'imaginaient, souvent de très bonne foi, que cette réinvestiture s'opérait d'office et sans condition. Il a fallu, en fait, examiner attentivement la situation de chacun, ne retenir que ceux dont les mérites patriotiques ne souffraient aucune discussion. Quant à l'intégration dans les nouvelles assemblées des représentants des organisations de résistance, elle soulevait des problèmes assez complexes. De nombreuses organisations, officiellement reconnues, pouvaient, à juste titre, faire valoir leur droit à déléguer un des leurs dans les assemblées locales, alors que l'effectif légal des 10 assemblées ne comportait le plus souvent qu'un nombre de places insuffisant pour permettre à la fois la réintégration de quelques-uns des anciens élus et la participation d'une représentation importante de ces organisations. Il convenait d'instituer le plus rapidement possible les organismes essentiels à la vie administrative prévus par la légalité républicaine, à savoir un corps délibérant régulièrement habilité à régler les affaires de la commune et un agent d'exécution, le maire, responsable de la gestion municipale. C'est aujourd'hui chose faite. La 80e et dernière commune de la banlieue parisienne vient d'être dotée de son assemblée locale, appelée à fonctionner jusqu'aux prochaines élections. Cette mise en place des nouveaux organismes a demandé un délai de 3 mois. Il fallait opérer avec diligence, il fallait aussi éviter un examen hâtif et sommaire de la situation locale dans chacune de nos communes suburbaines. J'ai conscience que dans tous les cas, les divers éléments du problème ont été minutieusement pesés. Voilà. Donc j'ai mis en légende février 45, mais c'est une erreur de ma part, c'est Marcel Fleuret qui parlait en décembre 44, en expliquant le processus de création de ces assemblées provisoires. Donc vous avez pu peut-être entendre que le principal problème, c'est de faire la part des choses entre les anciens élus, et élus en 1935 dans les conseils municipaux, et les résistants, membres des comités locaux. Les deux, à bon droit, pouvaient se prévaloir donc d'une place au sein de ces assemblées. Donc c'est un des principaux travaux du CPL, de réfléchir, de statuer sur ces listes, de faire des équilibres politiques parfois assez acrobatiques. Mais en tout cas, voilà, ce travail a été une des principales tâches du CPL, qu'il a rempli pour les 80 communes du département de la Seine, pour les 20 arrondissements de Paris, et également pour sa propre assemblée qui doit le remplacer, le conseil municipal de Paris. Il a ajouté à ça, pour le cas du conseil municipal de Paris, la volonté de réformer les pouvoirs de cette assemblée, parce que on sait bien que donc, le conseil municipal de Paris n'a pas les pouvoirs d'un conseil municipal habituel, puisque donc, il y a le préfet de la Seine qui prend tout un tas de décisions sans avoir à le consulter. Donc, finalement, décembre 44, toutes les communes de banlieue ont un conseil municipal provisoire, tandis que le CPL, lui, ne passe la main à une assemblée provisoire que en mars 1945, donc un mois et demi avant les élections. Donc le retard s'explique à la fois donc, par cette volonté de réformer le système,
mais aussi parce que le CPL voulait, une grande partie des membres du CPL ne souhaitaient pas justement passer à la main, voulaient perdurer jusqu'aux élections. Donc là, on retrouve cette volonté de la résistance, donc de ne pas voir mourir les institutions nées de la clandestinité. Donc le CPL a tardé à prendre les décisions qu'elle devait prendre avant de laisser la place, etc., pour justement essayer de durer le plus longtemps possible. Donc, cela dit, donc le retour plutôt rapide quand même à ces formes traditionnelles de l'administration donc, peut être mis au crédit du CPL. De la même manière, le retour rapide à ces formes traditionnelles de la politique après les élections municipales, c'est quelque chose aussi d'assez fulgurant finalement. Le devenir du CPL, une fois les élections passées, il est très amoindri. Les élections sonnent vraiment la fin, le glas des ambitions du CPL de perdurer. C'est assez normal d'ailleurs, d'autant plus que la plupart des membres du CPL se sont présentés à ces élections. Donc, voilà, vous voyez, donc là, je vous ai mis une petite photo parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les élections municipales de 1945 sont les premières élections où les femmes votent. Il faut voir aussi que avant d'être électrices, les femmes ont été, par le travail du CPL et des comités locaux, ont été aux affaires un petit peu avant, puisque dans les conseils municipaux provisoires, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes adjointes. Il n'y a pas de femmes maires provisoires dans la Seine, mais il y a des adjointes. Donc c'est aussi une première à mettre au crédit de ces institutions de la résistance. Donc voilà, je termine. Donc bon, j'ai essayé de montrer donc comment on est passé de la légalité insurrectionnelle à la légalité gouvernementale. Donc je pense que vous avez peut-être compris que cette évolution donc s'est faite finalement assez naturellement, assez logiquement, même si elle a été faite à contre-cœur par pas mal de résistants, mais aussi assumée dans bien des cas. Donc le but ultime, c'était pour les résistants, effectivement, de conserver à la résistance une place prépondérante, dans l'esprit en tout cas, dans la France libérée. Et ça, c'est effectivement un échec. L'idée que la résistance pourrait être le garant moral, entre guillemets, de la vie politique. Donc c'est le cas, effectivement, mais plus d'un point de vue, pas d'un point de vue formel, en fait. Effectivement, la vie politique de l'après-guerre est dominée par des anciens résistants, mais les institutions de la résistance ne jouent pas ce rôle. C'est le parcours de chacun qui, en fait, est le garant de cet esprit. Et donc, je voulais finir en vous montrant que ce passage donc, de la légalité insurrectionnelle à la légalité gouvernementale, on le voit bien au travers des célébrations. Forcément, ce qui est symbolique est toujours plus éclairant que ce qui se... pour montrer un processus, évidemment. Donc là, vous avez ici une photo qui date du 8 septembre 1944, et donc le général Eisenhower, au pied de l'Arc de Triomphe, devant la flamme du soldat inconnu, remet à André Tollet, donc le président du comité parisien de la Libération, le blason du grand quartier général allié. Il le remet en fait à la ville de Paris, en hommage à l'insurrection, et il dit dans son discours que les forces alliées en fait sont arrivées, n'ont donné que le coup de grâce, parce que les Parisiens s'étaient libérés eux-mêmes. Et donc, il remet cette distinction à André Tollet, président du CPL, qui représente la résistance parisienne à ce moment-là. Et deuxième photo, avril 1945, le général de Gaulle remet la croix de la libération à la ville de Paris, pour l'insurrection toujours, mais il remet cette distinction, non pas à André Tollet, président du CPL, qui pourtant existe toujours à ce moment-là, mais à André Le Troquer, le président du conseil municipal provisoire. André Tollet, vous le voyez peut-être, il est là, donc de l'autre côté des barrières, voilà, plus aucune place officielle, en tout cas très amoindrie,
pour le CPL. Donc on voit bien ce mouvement par voilà, cette évolution au travers de ces deux photos. Donc bon, pour terminer, voilà, je voulais pas terminer sur cette note un peu pessimiste, parce que bon, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, il me semble quand même que le bilan du CPL et plus généralement de la résistance est quand même un bilan assez positif, parce que tout simplement il a permis le retour rapide à ces formes traditionnelles de la République et de la démocratie. Et il a même, en allant un peu plus loin, permis, en permettant à toutes ces composantes de la vie politique française de se rassembler dans la clandestinité, donc du communiste, socialiste jusqu'au modéré. Voilà, il a permis à ressouder un peu une unité quand même nationale qui a duré jusqu'au moins en 1947. Et le programme du CNR, bon, on en parle souvent pour dire un peu tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que c'est le programme du gouvernement provisoire, et c'est le programme du tripartisme et du gouvernement du général de Gaulle, puis des gouvernements qui se succèdent jusqu'au moins en 1947. Donc on peut quand même mettre ça au crédit de la résistance et de ses institutions de coordination, évidemment. Voilà, donc c'est sur cette petite note positive que je voulais terminer. Et donc je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci à Charles Riondé pour son intervention de ce soir. Je vais passer sans plus tarder la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un a une question pour M. Riondé ? Donc bien sûr, vous attendrez que le micro vous arrive, puisque la conférence est enregistrée, et vos questions et les réponses aussi. Bonsoir et merci. Donc on a beaucoup parlé d'administration, mais quid de toute l'organisation scolaire, administrative, enfin bref, entre juillet 44 et donc mai 45, comment administrativement vivait la capitale, quoi. Il y a une reprise assez rapide des différents services. Il y a les services de la préfecture, ils sont épurés très rapidement. Des nouveaux hauts fonctionnaires sont nommés dès début septembre 1944, et donc tous les services recommencent à fonctionner très rapidement. Par exemple, pour la question de l'école, ça prend un peu plus de temps parce que il y a les programmes à changer aussi un petit peu quand même. Il y a toute une imagerie, de le maréchaliste, etc., à faire disparaître. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc la rentrée, elle a lieu en octobre, la rentrée des classes, en 1944. Donc d'ailleurs, ça donne lieu à l'organisation d'un goûter de la libération. Donc on récupère sur les stocks difficilement obtenus un petit rab pour les enfants qui ont droit à un petit goûter, des biscuits, de la confiture, etc. Et donc qui est explicitement nommé le goûter de la libération. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais sinon le principal problème, donc, qui est celui du ravitaillement, l'administration fonctionne très rapidement après la libération. Et en fait, si vous voulez, c'est plus une question nationale de communication, en fait. Les services ont beau bien fonctionner pour le ravitaillement, si les routes et les voies ferrées sont pas en état de marche, si les lignes électriques sont coupées, etc., c'est difficile d'amener de l'énergie, d'amener du gaz, d'amener du charbon, etc. Donc administrativement ça fonctionne, mais c'est le contexte évidemment qui fait que la remise en route est un peu plus longue dans certains cas. Oui, je voudrais savoir pourquoi, quand le général de Gaulle a descendu les Champs-Élysées, il y avait le Trocker, il y avait Bidault, je crois, avec lui. Il n'y avait aucun maquisard. Alors, est-ce que c'est eux qui n'ont pas voulu descendre avec lui, ou c'est lui qui n'a pas voulu qu'il soit là ? C'est un peu les deux, en fait. Un peu les deux. Oui. En fait, le 26 août, il faut bien voir de l'importance que ça prenait aux yeux du gouvernement. C'est une première rencontre avec la foule le 25 août, la veille à l'hôtel de ville. Il n'y a pas grand monde, en fait.
Là, c'est vraiment le rendez-vous avec la foule. Et donc, forcément, le protocole joue. C'est une sorte d'adoubement, en fait, un peu de plébiscite, un peu pour le général de Gaulle. Donc, le gouvernement est là. Ses principaux soutiens, en fait, hein, le Trocker, etc., tous ces gens-là, ils sont là parce qu'ils sont des proches aussi du général de Gaulle, mais en même temps, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé de ne pas venir, ça ne les intéressait pas, ou ils sont loin derrière, ils profitent de la foule, etc. Mais ceux qui sont devant, c'est donc c'est les plus proches, mais c'est aussi ceux qui ont envie d'être devant, quoi. Pour des raisons qu'on peut imaginer, d'opportunisme politique pour certains, d'être au plus près de l'événement, etc. Enfin, voilà, le principe, rien n'a été. Je pense qu'il n'y a pas eu vraiment d'ostratisme. Un tel ne peut pas venir, un tel ne peut pas venir. Je pense pas. Mais c'est plus qui a envie d'être là, avec qui, et voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va donc vous libérer pour la soirée en vous remerciant d'avoir été présent ce soir et en remerciant encore Monsieur Riondé. Merci à tous. Et peut-être à la semaine prochaine.